Aujourd'hui, on va faire les explorations en neurologie. Le livre utilisé est Medio Smart en neurologie. De nombreux examens complémentaires permettent d'explorer le système nerveux et de préciser les données de l'examen neurologique qui reste d'actualité. Les examens en neurologie sont de trois types. Exploration du parenchyme, le scanner, l'IRM et le EEG. Exploration des vaisseaux, l'angiographie et le Doppler. Exploration des nerfs périphériques et des muscles, l'électromyogramme, le potentiel évoqué et la biopsie musculaire. On va commencer par les examens du système nerveux périphérique. Le premier examen, c'est l'électromyogramme. Le principe, c'est enregistre l'activité électrique des muscles au repos et en contraction. Utilise des électrodes, aiguilles insérées directement dans le muscle, étudie le potentiel d'action musculaire et détecte les anomalies de l'activité musculaire spontanée. Leur indication est les myopathies, les maladies musculaires comme d'origine inflammatoire génétique ou métabolique, les neuropathies périphériques comme le diabète toxique, carentiel ou compressif, les maladies du motoneurone comme le sclérose latérale amyotrophique, le SLA, c'est la maladie de Charcot, ou la poliomyélite, les syndromes myasthéniques, la myasthénie grave, le syndrome de Lambert est un. Les résultats obtenus en cas d'activité normale, pas de potentiel au repos, réponse normale à la contraction, atteinte myogène veut dire l'atteinte du muscle, la réduction de l'amplitude du potentiel d'action, recrutement précoce des unités motrices, et en cas d'une atteinte neurogène, veut dire l'atteinte du nerf, la présence de fasciculations, potentiel de fibrillation au repos, activité neurogénique anormale. Le deuxième examen, c'est l'électroneuromyogramme, le NMG. Son principe est de combiner l'EMG, l'électromyogramme, et l'étude de la conduction nerveuse maintenant. Évalue les nerfs périphériques en mesurant la vitesse et l'amplitude de la conduction des potentiels d'action. Une différence d'une atteinte axonale, la dégénérescence du nerf, et démyélisante, l'altération de la gaine de myéline. Son indication, la neuropathie périphérique. Les radiculopathies veut dire l'atteinte du racine du nerf, comme l'hernie discale ou la compression nerveuse. L'atteinte démyélinisante veut dire l'atteinte de la gaine de myéline qui recouvre les nerfs, le syndrome de Guillain-Barré ou Charcot-Marie-Tooth. Ou SLA. Les résultats obtenus en cas d'atteinte axonale, réduction de l'amplitude du potentiel d'action, à cas d'une atteinte démyélinisante, ralentissement de la vitesse de conduction, parce que la gaine de myéline sert à la conduction nerveuse au niveau des points de Ranvier par saute, il faut le potentiel d'action, le bloc de conduction, interruption du potentiel nerveux dû à une compression. Maintenant, un examen très important, ce sont les potentiels évoqués. Il faut savoir que les potentiels évoqués mesurent la réponse du système nerveux à une stimulation externe. Il existe sous différentes formes. Le potentiel évoqué désigne la modification du potentiel électrique produite par le système nerveux en réponse à une stimulation sensorielle, un son ou la image, ou à une activité cognitive, l'attention, la préparation motrice. Les stimulations cibles et répétitives. Les stimulations activent les régions du cortex cérébral correspondantes, ce qui crée une activité électrique corticale focale. Une stimulation au niveau des nerfs visuels, le potentiel évoqué visuel, ou le nerf auditif, le potentiel évoqué auditif, ou
au niveau des nerfs périphériques le potentiel évoqué somesthétique. نبداو أول حاجة بالبوتنسيال évoqué moteur. Le principe stimulation du cortex moteur par un champ magnétique ou un courant électrique enregistre la réponse musculaire pour évaluer la conduction dans la voie cortico-spinale. Indication la sclérose en plaques, traumatisme médulaire, syndrome pyramidal d'origine centrale ou des pathologies neurodégénératives comme les SLA, les ataxies héréditaires. Les résultats, augmentation du temps de conduction, une atteinte au niveau de la gaine de myéline comme le CEP. L'absence de réponse, c'est une lésion complète de la voie motrice. On a le potentiel évoqué sensitif, stimulation du nerf sensitif et enregistrement de la réponse corticale, évolue la conduction des voies somesthétiques de la moelle jusqu'au cortex, indication au niveau du CEP, neuropathie sensitive, syndrome médulaire ou les ataxies sensitives. Les résultats, en cas d'augmentation du temps de conduction, atteinte démyélinisante au niveau de la gaine de myéline. En cas d'absence de réponse, c'est une lésion complète de la voie somesthétique. Maintenant, le test de la stimulation répétitive. Le principe stimulation répétée du nerf moteur pour analyser la fatigue musculaire. Indication une myasthénie grave ou le syndrome de Lambert éteint. Résultat, diminution progressive de l'amplitude du potentiel musculaire, une myasthénie grave, augmentation paradoxale après stimulation forte, atteindre le syndrome de Lambert éteint. Maintenant, on va entamer les examens utilisés au niveau du système nerveux central. L'électroencéphalogramme, l'EEG, est une exploration fonctionnelle du cerveau. Il ne peut être interprété qu'en fonction des données cliniques. Les anomalies de l'EEG peuvent être généralisées ou localisées. Son principe est l'enregistrement de l'activité électrique cérébrale via des électrodes placées sur le crâne. Indication en cas d'épilepsie, SARA, encéphalopathie métabolique et toxique, l'état de mal épileptique, trouble de la conscience. Le résultat, des ondes lentes généralisées nous oriente vers une encéphalopathie, une pointe ou décharge épileptiforme, c'est une épilepsie. Potentiel évoqué visuel maintenant, son principe, stimulation de la rétine par des flashs lumineux et enregistrement de la réponse du cortex visuel. Les indications, on a le CEP par atteinte du nerf optique, neuropathie optique toxique ou carentielle. Les résultats, augmentation du temps de conduction, une atteinte démyélinisante du nerf optique. Le potentiel évoqué auditif, stimulation sonore et enregistrement des réponses du tronc cérébral. La surdité en cas de surdité neurosensorielle ou atteinte du tronc cérébral par le CEP des tumeurs AVC du tronc. Le résultat, c'est un allongement du temps de conduction, atteinte des voies auditives centrales. Le potentiel évoqué somesthétique, stimulation du nerf sensitif et enregistrement des réponses médulaires et corticales. En cas du CEP ou la atteinte médulaire par augmentation du temps de conduction, elle nous oriente vers une atteinte des voies somesthétiques. Maintenant, on a le magnétoencéphalogramme. Est un examen non invasif spécialisé qui mesure les champs magnétiques produits par l'activité électrique du neurone. Donc, elle permet d'établir des cartographies très précises du cerveau, du fait de sa sensibilité extrême qui permet de mesurer les très faibles champs magnétiques. C'est enregistrement des champs magnétiques générés par l'activité cérébrale. Les indications cartographie fonctionnelle préchirurgicale en cas d'épilepsie réfractaire, étude des réseaux neuronaux dans les maladies neurodégénératives plutôt. Les résultats, c'est une cartographie des foyers épileptiques. Comme conclusion, ces examens sont essentiels pour explorer les maladies neurologiques, qu'elles soient périphériques ou centrales. Ils permettent de préciser le diagnostic et établir la prise en charge. C'est un EEG. On dit une petite remarque qui est la différence entre un EEG
et le potentiel évoqué. L'EEG, c'est un signal aléatoire et continu issu de l'activité continue du couche externe du cortex, alors que les potentiels évoqués, ce sont des réponses du cerveau à un stimulus répétitif par voie nerveuse. Maintenant, les examens d'imagerie cérébrale en neurologie. L'imagerie cérébrale est essentielle en neurologie pour identifier les anomalies structurelles et fonctionnelles du cerveau et de la moelle épinière. L'intensité des examens suit un ordre précis en fonction de l'urgence et de la précision diagnostique recherchée. La radiographie standard du crâne et du rachis cervical. La radiographie standard est une technique d'imagerie qui utilise les rayons X pour visualiser les structures osseuses du crâne, principalement utilisées pour les diagnostics de fractures, des traumatismes crâniens ou des anomalies osseuses et pour évaluer les sinus. La contre-indication est la grossesse. Bien que peu utilisée aujourd'hui en neurologie, la radiographie reste utile dans certains contextes spécifiques, comme le traumatisme simple, fracture ou malformation osseuse, déformation rachidienne par la cervicalgie, instabilité vertébrale. Les critères de réussite d'une radiographie: bonne qualité d'exposition pour visualiser les structures osseuses, absence de superposition excessive des os, bonne position du patient pour éviter les artefacts. L'intérêt est peu coûteuse et rapide, détecte les fractures, les calcifications anormales, utilisée parfois en complément du scanner ou en IRM. Les limites: pas d'exploration du tissu cérébral, peu informative en dehors des atteintes osseuses. Le TDM cérébral, c'est la reconstitution numérique du parenchyme cérébral à partir du faisceau du rayon X. Il permet l'étude morphologique du cerveau. Indication en cas d'urgence: suspicion d'AVC, accident vasculaire cérébral, hémorragie cérébrale, traumatisme crânien sévère, les tumeurs cérébrales, l'hydrocéphalie, les infections en cas d'abcès cérébral ou la méningite compliquée. Les critères de réussite: bonne coopération du patient par immobilité, injection de produits de contraste si nécessaire, qualité de reconstitution des images. L'intérêt rapide et accessible en urgence, détecte très bien les hémorragies et les calcifications, bonne exploration des structures osseuses. Ses limites: moins précis que l'IRM pour le parenchyme cérébral, exposition aux rayons X, une mauvaise visualisation des structures postérieures du cerveau, la fosse cérébrale postérieure. Le TDM rachidien permet de visualiser les malformations de la charnière cervicale, des hernies discales et les compressions médulaires. Maintenant, on va parler de l'IRM cérébral, l'image par résonance magnétique. Elle repose sur le recueil d'un signal émis par l'organisme soumis à l'action d'un champ magnétique, permet l'étude morphologique du cerveau avec des images beaucoup plus précises que celles du scanner. Les indications: exploration fine du cerveau et de la moelle épinière, pathologie vasculaire en cas d'AVC ou la dissection, pathologie inflammatoire en cas du CEP ou la désencéphalopathie, les pathologies dégénératives par maladie d'Alzheimer, Parkinson, la suspicion de tumeurs cérébrales, épilepsie. Les critères de réussite: immobilité totale du patient pendant l'examen, séquence adaptée à la pathologie recherchée, injection de produits de Constrax, le gadolinium, pour certaines indications. L'intérêt: meilleure résolution que le scanner pour les lésions cérébrales, examen non irradiant, exploration optimale du tronc cérébral par de la fosse postérieure du nerf crânien. Les limites: examen plus lent, qui dure plus long, 30 à 60 minutes à peu près. La claustrophobie possible chez les patients qui ont الرهاب تاع الأماكن المغلقة, contre-indiqué en cas de matériel métallique non compatible. Pour plus détailler l'IRM, on va parler des différentes séquences IRM en neurologie. Il faut savoir que l'IRM est l'examen de choix en neurologie, offrant des images détaillées grâce à différentes séquences adaptées à diverses pathologies. Les principales séquences utilisées en pratique clinique, on a la séquence T1, anatomique, et idéale pour les contrastes.
Principe basé sur la relaxation longitudinale des protons après une excitation par un champ magnétique. Les caractéristiques de l'image en T1. En cas d'LCR liquide cérébrospinal noir, la substance blanche plus claire que la substance grise, les graisses apparaissent blanches. Après injection du gadolinium, donc le produit de contraste, les lésions tumorales ou inflammatoires pourraient être orosées. Utilisé en neurologie, étude fine de l'anatomie cérébrale, recherche des lésions tumorales, évaluation des substances blanches et des cavités ventriculaires, permet de voir l'hémorragie sous-aiguë et les lésions riches en protéines. La séquence T2, pathologique et sensible aux anomalies, basée sur la relaxation transversale des protons, les caractéristiques de l'image en T2, le LCR est blanc, contrairement au T1 qui est noir. L'absence grise est plus claire que la substance blanche, la relax, met en évidence les œdèmes, les lésions inflammatoires et vasculaires. L'utilité en neurologie, en cas de détection des lésions cérébrales aiguës ou chroniques, diagnostic des infections, des tumeurs, des AVC ou des œdèmes, recherche des lésions démyélisantes en cas de CEP. La séquence FLAIR, il y a la T2 améliorée. Le principe basé sur le T2, mais avec suppression du signal du LCR. Les caractéristiques de l'image, le LCR est noir, met en évidence des lésions cérébrales proches des ventricules, très sensibles aux lésions de la substance blanche. L'utilité en neurologie, diagnostic des lésions démyélisantes, la détection des ischémies cérébrales tardives, recherche d'infection ou d'inflammation cérébrale. Les séquences de diffusion spécifiques pour l'AVC, les principes, la mesure de diffusion des molécules d'eau dans les tissus, les caractéristiques de l'image en ce cas, les ondes de restriction de diffusion apparaissent blanches, très sensibles pour détecter un AVC ischémique dans les premières heures. L'utilité en neurologie, détection ultra précoce d'AVC ischémique, diagnostic des abscesses cérébraux et l'identification de certaines tumeurs cérébrales. Donc, en conclusion, l'IRM propose plusieurs séquences adaptées selon le contexte clinique. Le T1, en cas d'anatomie anatomique, les tumeurs avec gadolinium. T2, œdème et lésions pathologiques. Le FLAIR, meilleure visualisation de lésions près de l'LCR. Le DWI, indispensable pour les AVC précoces. Voilà les différentes images. Le T1, le T1, le T2, le FLAIR. Voilà. Le T1, le T2 et le FLAIR. L'IRM est essentiel pour le diagnostic précoce des AVC grâce à deux séquences clés, le DWI et le PWI. Le DWI détecte l'ischémie aiguë alors que le PWI évalue la perfusion cérébrale de la zone de prénom. Donc, le principe le DWI mesure la diffusion de l'eau dans les tissus. En cas d'AVC ischémique, la diffusion est restreinte. L'image obtenue, c'est une zone d'ischémie aiguë hyper intense, c'est-à-dire blanche, très sensible dès 30 minutes. Utilité diagnostic précoce, la différenciation entre un AVC ancien ou récent, la détection d'abcès et de certains tumeurs. Les limites peut être négatives si l'AVC très précoce ou hypoperfusion sans infarctus. Le PWI étude la perfusion cérébrale après injection du produit de contraste. L'image réduction du débit sanguin cérébral permet de cartographier la prénombre. En cas de PWI supérieur à la DWI, tissu récupérable, indication de la thrombolyse ou la thrombectomie. En cas de PWI proche de DWI, c'est une AVC constituée. L'utilité, évaluation de la prénombre, décision thérapeutique, la détection de vasospasme et microcirculation cérébrale. Les limites nécessitent un produit de contraste et une analyse avancée. Si la zone de
PWI est plus grande que celle de la zone DWI, une partie du tissu cérébral est encore viable, نقدروا restituer par une thrombolyse ou la thrombectomie. DWI seul confirme l'infarctus, DWI plus PWI identifie le tissu récupérable pour guider le traitement. Maintenant, on va plus détailler sur le scanner. Le scanner permet d'observer différentes structures grâce à des différences de densité. الأولى في الIRM نستعملوا le signal, هنا نستعملوا la densité. L'hyperdensité apparaît sous forme d'images blanches et peut être due à plusieurs causes. عندنا les calcifications, elles sont visibles en blanc, peuvent être physiologiques au niveau de la peau du cerveau, des plexus choroïdes et de l'épiphyse. Elles sont normales. Le cas pathologique observé dans certaines infections comme le toxoplasmose. Les hémorragies intraparenchymateuses, elles nous orientent vers un sang récent qui apparaît hyperdense blanc, le sang ancien hypodense en noir en raison de la dégradation et de la liquéfaction du sang. Une hémorragie sous-arachnoïdienne se manifeste par des hyperdensités dans les espaces sous-arachnoïdiens au niveau des sillons cérébraux. Les hématomes extracérébraux, un des hématomes extradural ou sous-dural. L'hématome extradural, accumulation de sang entre l'os et la dure mère. Il apparaît sous forme d'une lentille biconvexe, hyperdense et est souvent causé par un traumatisme. L'hématome sous-dural, c'est une collection de sang entre la dure mère et l'arachnoïde. Il prend la forme d'un croissant concave. Qui redonne un hématome sous-dural aigu hyperdense en blanc, qui est chronique, groupe hypodense en noir. Maintenant, on dit le syndrome de masse. Un effet de masse survient lorsqu'une lésion, tumeur, abcès, hématome, exerce une pression sur les structures cérébrales. Déplacement des ventricules, compression du parenchyme cérébral peut être causé par un méningiome, calcification ou abcès ou une tumeur prenant le contraste. L'hydrocéphalie, la dilatation des ventricules cérébraux visible en scanner IRM et échographie transfontanaire chez le nourrisson. Le TFMR. Anomalie parenchymatose non hémorragique. En cas d'infarctus cérébral AVC ischémique correspond à une obstruction d'une artère cérébrale entraînant une hypodensité systématisée dans le territoire irrigué par cette artère. L'IRM est plus sensible que le scanner pour détecter un AVC aigu. Séquence de flair met en évidence un hypersigna dans l'AVC récent. Et l'artériographie met en évidence une occlusion artérielle. Voilà les séquences le TDR. La différence entre AVC et abcès au niveau du TDM et du scanner, l'imagerie cérébrale repose principalement sur le scanner et l'IRM. Le scanner est plus disponible et rapide, ce qui explique son utilisation fréquente en première intention, notamment en cas d'AVC. En cas de scanner normal, un contrôle à 48 heures est recommandé pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Maintenant, les caractéristiques radiologiques pour faire la différence entre les deux. Au niveau du contour, irrégulier pour l'abcès. Voilà comme vous voyez sur la photo. Voilà. La localisation, l'abcès est souvent sous-cortical et n'atteint pas les zones périphériques, tandis que l'AVC suit un territoire artériel bien défini. L'effet de masse n'est plus marqué dans l'abcès car il s'agit d'une lésion expansive. Le territoire l'abcès est systématisé à un territoire vasculaire alors que l'abcès peut être n'importe où. La prise de contraste. L'abcès présente une prise de contraste annulaire périphérique, vascularisation périphérique avec centre nécrotique, alors que l'AVC ischémique ne prend pas le contraste. La différence entre tumeurs intra- et extra-axiales. Les tumeurs intra-axiales situées dans le parenchyme cérébral, alors que l'extra-axiales sont situées dans les méninges ou à l'extérieur du cerveau. Les exemples de tumeurs extra-axiales, le méningiome se développe à partir des méninges.
La macroadénome hypophysaire située au niveau de l'hypophyse. Le neurinome du troisième ventricule se développe dans l'angle ponto-cérébelleux. L'imagerie de la moelle épinière, 3 types de lésions sont distinguées. Intradural, intramédulaire, le développement dans la moelle par des tumeurs gliales et les scléroses en plaques. Intradural, extramédulaire, le développement dans les méninges mis hors de la moelle. Extradural, extramédulaire, situé en dehors des méninges, souvent d'origine osseuse, comme l'hernie discale compressive. نستعملوا للتدعيم l'examen. عندنا les pathologies inflammatoires et démyélinisantes comme le CEP, la sclérose en plaques, est une maladie inflammatoire qui touche le système nerveux. Les séquences privilégiées عندنا le flair pour détecter les foyers inflammatoires ou la localisation typique c'est les périventriculaires. Imagerie des traumatismes rachidiens, le scanner détection rapide des fractures et des tassements vertébraux. Il y a l'examen de choix pour les atteintes médulaires et les compressions. Maintenant, on va parler de l'angiographie cérébrale numérisée ou par IRM. L'angiographie cérébrale, c'est un examen d'imagerie médicale invasif qui utilise les rayons X et un produit de contraste pour visualiser les vaisseaux sanguins du cerveau. C'est une technique permettant d'explorer la vascularisation cérébrale. L'indication, suspicion d'anévrisme cérébral ou de malformation artério-veineuse, dissection artérielle après un accident vasculaire, AVC ischémique pour évaluer une occlusion artérielle, sténose carotidienne ou vertébrale. Les critères de réussite d'une angiographie, bonne injection du produit de contraste, iode pour l'angiographie numérisée, gadolinium pour l'IRM, immobilité du patient, acquisition d'images en haute résolution. L'intérêt, c'est un examen dynamique du flux sanguin cérébral nécessaire avant une embolisation d'anévrisme ou un geste endovasculaire. Les limites de l'angiographie, invasive pour l'angiographie conventionnelle, ponction artérielle et risque de réaction aux produits de contraste en cas d'allergie. Maintenant, on va parler du TEP scan cérébral. Voilà le PET scan. La tomographie par émission de positons est un examen d'imagerie médicale qui visualise l'activité métabolique du cerveau en utilisant un trace radioactif faiblement dosé. L'indication maladie d'Alzheimer et troubles neurodégénératifs, localisation de foyer épileptique réfractaire, tumeur cérébrale. Les critères de réussite, injection adéquate du traceur, bonne préparation du patient, jeûne préalable, absence de mouvement pendant l'acquisition des images. L'intérêt du PET scan détecte des anomalies fonctionnelles avant même les anomalies structurales, utilise pour affiner un diagnostic en neurologie cognitive. Les limites, le coût est très élevé, exposition aux radiations. L'imagerie des vaisseaux cérébraux, l'angioscanner. L'exploration des vaisseaux cérébraux repose sur l'angioscanner cérebral ou l'angio-IRM cérébral. Les principales anomalies structurales vasculaires au niveau de l'angiographie, la sténose, réduction du calibre d'un vaisseau, thrombose, obstruction complète d'un vaisseau, l'anévrisme, la dilatation localisée d'une artère pouvant entraîner une hémorragie sous-arachnoïdienne, malformation artério-veineuse, c'est une communication anormale entre artère et veine qui représente une source d'hémorragie. Comme on a déjà dit, les examens en neurologie راح orienter le diagnostic تاعنا. L'ordre d'intention des examens, l'ordre des examens dépend du contexte clinique. En urgence, en cas d'AVC, traumatisme, hémorragie cérébrale, nous avons le scanner sans injection pour la recherche d'une hémorragie. Nous avons le scanner cérébral, c'est suspicion d'une AVC ischémique. Ou l'IRM cérébral, c'est scanner normal et doute de diagnostic. Dans un contexte neurologique en dehors d'une urgence, nous avons l'IRM cérébral, examen de choix en neurologie. Scanner cérébral, c'est IRM non disponible. IRM, angiographie conventionnelle pour l'exploration des vaisseaux. Et le TEP scan en cas de suspicion de pathologie dégénérative ou tumorale. Chaque examen d'imagerie cérébrale a son indication
ses avantages et ses limites. L'IRM est souvent l'examen de choix en neurologie, mais le scanner reste indispensable en urgence. L'angiographie et le TEP scan sont plus spécialisés et utilisés en fonction des besoins cliniques.